Donc bonjour et bienvenue parmi nous. Merci d'avoir accepté cette interview pour Campus TV. Donc je vous présente succinctement. Donc vous êtes Christine Ockrent, journaliste, animatrice de télévision et présentatrice de nouvelles. Pas animatrice. D'accord. Journaliste. Très bien, journaliste, présentatrice de nouvelles d'origine belge. Vous êtes connue pour être la deuxième femme après Hélène Vida à présenter le journal de 20h à partir de 1981. Oui, c'est ça? Vous n'étiez pas née, sans doute. Pas du tout. et ce jusqu'en 1989. Oui, mais enfin, allons-y, j'ai dirigé l'Express, j'ai dirigé un Tout à fait. centre de rédaction, et là je suis fort heureusement à France Culture, où je fais une émission tous les samedis sur la géopolitique et l'international. De 11h à midi tous les samedis. Très bien. Radio, France Culture. Que j'écoute souvent. Alors, donc, Christine Ockrent, est-ce que vous pouvez me dire quelle est la raison de votre présence sur le campus de l'UPPA de Pau? Écoutez, j'ai été fort aimablement invitée à discuter, si j'ai bien compris, avec des étudiants tout à l'heure, des étudiants en droit. Et donc c'est toujours intéressant de voir les questions que les gens posent, enfin surtout par rapport à mon dernier livre sur la campagne électorale aux États-Unis, qui a été, une série télé à elle toute seule, une campagne absolument sidérante, avec toutes sortes de péripéties et de bouleversements, et pas tout à fait fini. D'accord. Est-ce que vous pouvez rapidement me présenter le livre, en quoi qu'est-ce que vous le couvrez depuis le début de la campagne? Est-ce que vous faites un travail de recherche avant sur les deux protagonistes? Non, mais surtout, ce qui est sidérant dans cette campagne, c'est que personne ne s'attendait côté républicain à voir surgir un milliardaire new-yorkais qui avait construit sa notoriété sur la télé-réalité, en animant pendant 10 ans une émission d'ailleurs très cruelle où il promettait des jobs à des gens. You're fired. Go. C'est une émission très cruelle, mais qu'il a rendue très célèbre dans le pays profond, aux États-Unis. Face à lui, il y avait 16 autres candidats à l'investiture républicaine, dont beaucoup d'hommes politiques professionnels. Il les a tous massacrés politiquement. Et il incarne, en fait, l'ère de la télé-réalité, de la pop politique, si vous voulez, dont on n'a pas encore vraiment idée en France. Mais cela correspond aussi à l'émergence des réseaux sociaux, au rôle croissant de Twitter et de Facebook dans la manière dont la jeune génération surtout s'informe, et s'informe en fait de façon assez préoccupante, parce qu'on se rend compte, et ça Donald Trump a poussé l'exercice jusqu'à la caricature, les faits ont de moins en moins d'importance, les gens réagissent à l'émotion, et Facebook étant devenu le premier média aux États-Unis, les gens s'informent en fonction de ce que leurs copains recommandent. Donc il y a très très peu de débats et de discussions transverses, puisqu'en gros on est d'accord avec des gens avec lesquels on est déjà d'accord. Et ça, c'est un phénomène qui bouleverse beaucoup des comportements politiques et surtout des codes de communication politique. Alors que face à Donald Trump, il y a une candidate côté démocrate. Tout le monde s'attendait à ce qu'Hillary Clinton se représente, mais on ne s'attendait pas non plus à ce qu'elle soit débordée sur sa gauche pendant plusieurs mois par un vieux sénateur dont personne n'avait jamais entendu parler, qui n'était même pas inscrit au Parti démocrate d'ailleurs, Bernie Sanders, qui lui a enflammé la jeune génération en offrant une part de rêve, d'utopie, qui a dynamisé cette campagne. Et on est aujourd'hui dans un face-à-face d'une violence sans précédent, d'une vulgarité sans comparaison possible. Et il s'agit quand même de la première puissance nucléaire du monde. Et c'est une élection qui, tous les 4 ans, on est évidemment fasciné par ce qui se passe aux États-Unis, mais cette fois-ci, les enjeux sont encore beaucoup plus considérables qu'avant. Alors, je me permets une petite digression, donc effectivement sur le candidat républicain, Donald Trump, qui est d'ailleurs un candidat en électron libre, totalement, c'est-à-dire qu'il est absolument repoussé par tous ses confrères républicains. Cette espèce de passion qu'il a du politiquement incorrect, est-ce que vous pensez que c'est un rôle qu'il se donne, c'est quelque chose qu'il met en scène pour avoir encore plus d'attention Mais c'est un homme de spectacle.
il se met en scène lui-même, il s'adore. Donc quand vous retracez, comme je l'ai fait, son parcours et sa biographie, c'est pas du tout le grand homme d'affaires qu'il prétend être. Il a fait 7 fois faillite et son empire est construit sur des niches fiscales et tout un ensemble de procédés qui ne sont pas tous légitimes, loin de là. Mais c'est un as du marketing. Donc il a vu, contrairement à ses rivaux républicains professionnels de la politique, il a vu une part de marché. Et la part de marché, c'est la xénophobie, le racisme, le protectionnisme aussi, cette idée que l'Amérique serait en plein déclin et qu'il faut absolument qu'elle se cramponne sur ses acquis et qu'elle se protège du monde extérieur. Et il a réussi donc à galvaniser, à cristalliser un électorat qui est blanc. Il n'a aucun succès auprès des Afro-Américains ni des Hispaniques. Donc un électorat blanc, masculin, d'un certain âge, qui est géographiquement localisé dans cette partie des États-Unis qu'on connaît assez mal quand on vient d'Europe, c'est-à-dire vraiment le centre géographique du pays, qui sont aussi des États frappés par la désindustrialisation au fil des années. Et donc là, Donald Trump a réussi à mettre des mots sur la colère de ces gens-là qui s'estiment délaissés par les élus républicains qu'ils envoient au Congrès. Et à partir de là, il a gagné, contre toute attente, l'investiture d'un parti dont il foule aux pieds tous les principes, à commencer par le libre-échange. Le Parti républicain aux États-Unis est historiquement partisan du libre-échange. Lui est pour un protectionnisme ardent. Et bien évidemment, tout le discours sur l'immigration, etc., est un discours que les gens profèrent à la table de leur cuisine, au bar, après quelques bières. En faisant le monde, oui. Il a dit tout haut, en fait, ce que cette partie-là de l'électorat républicain aux États-Unis pense tout bas. D'accord. Vous pensez que ce genre de scénario, bon, déjà on parlait en 2007 avec Sarkozy l'américain, il se mettait en avant dans ce côté-là. Vous pensez qu'un scénario pareil peut arriver en France? Qu'une politique comme ça Non, enfin, il y a partout dans nos démocraties à la fois une usure des systèmes de démocratie représentative, même s'ils sont très différents, ces systèmes. Les systèmes américains n'ont vraiment rien à voir avec le nôtre, ne serait-ce que parce que le président américain n'est pas élu au suffrage universel direct, c'est un système indirect, qui a été conçu d'ailleurs par les pères fondateurs américains comme étant destiné à éviter qu'un démagogue arrive tout en haut de la pyramide. Mais il y a partout dans nos démocraties, et surtout et aussi en Europe, bien évidemment, une vague populiste dont on voit les effets en France, que ce soit à l'extrême droite surtout, mais même à l'extrême gauche. Enfin, souvent les extrêmes se rejoignent. Tout à fait. Et à partir de là, on a vu aussi en Grande-Bretagne, avec le Brexit qui a surpris les élites européennes, et d'abord britanniques d'ailleurs, qu'il y a une espèce de colère contre les élites, contre le système tel qu'il fonctionne, avec des soubresauts imprévisibles. Et c'est bien évidemment ce que Donald Trump, jusqu'à la caricature, incarne aux États-Unis. D'accord, très bien. Je suis moi-même étudiant. Et je sais qu'il y a une... Ça ne va pas échapper. Ça vous a pas échappé. Il y a une grande partie des étudiants d'aujourd'hui qui se sentent un peu... enfin, qui se sentent volontairement... qui ne se sentent pas concernés par la politique en général. Donc c'est une génération un peu désabusée, qui est habituée aux crises, aux affaires, à ce genre de choses. Qu'est-ce que vous diriez aujourd'hui à cette grande partie de la population étudiante qui est totalement dépolitisée, qui ne se sent pas concernée par ce genre de problème? Mais il ne faut pas toujours rejeter la faute sur les autres. Et donc, si on s'intéresse aux affaires publiques, si on a à cœur de défendre finalement le système tel qu'il existe, et dont les étudiants en particulier, votre génération, sont quand même les grands bénéficiaires, il faut faire un effort. Et donc, jeter la pierre aux gens qui s'investissent en politique, c'est très facile, tout le monde le fait, à commencer par les journalistes. Néanmoins, il faut des gens en politique. Sinon, quel est le système de rechange ? Oui, effectivement. C'est pire, comme disait le vieux Winston Churchill, qui n'était pas dénué de bon sens. Donc, voilà, je crois qu'il faut que les jeunes aussi s'investissent à leur manière. Et il y a beaucoup
de façon, et on le voit à travers les réseaux sociaux, et ça c'est le bon côté, tout ce qui est économie participative, économie solidaire, enfin il y a énormément d'initiatives qui sont politiques en fait, qui ne passent pas par les partis tels qu'on les connaît, mais qui impliquent malgré tout une préoccupation et une part de responsabilité dans la manière dont la société évolue. Sinon, chacun se recroqueville chez soi, sur sa tablette, fait joujou avec les jeux vidéo et se plaint de tout et de tout le monde. C'est pas véritablement, je crois, une solution à moyen terme. Il ne faut pas aller vers une sorte de cynisme impuissant, tout est pourri, tout est nul, Ça, c'est toujours très facile, il y en a toujours eu, hein, c'est pas nouveau. Oui. Mais là, je crois que encore une fois, le fait que les réseaux sociaux accélèrent le repli tribal, c'est-à-dire qu'on ne s'adresse, on ne communique avec des gens qui vous ressemblent, qui ont les mêmes centres d'intérêt, ou très souvent les mêmes centres d'intérêt. Je crois qu'il faut faire un effort pour aller vers des choses qui sont plus méconnues ou plus différentes. Il faut aller vers la différence, je crois. Est-ce que vous avez un regard à exprimer sur le journalisme d'aujourd'hui ? Qu'est-ce qui a changé depuis les années 80-90 ? Le métier a extraordinairement changé parce que, bien évidemment, la technologie s'est accélérée. Il faut maintenant maîtriser toutes sortes d'outils, comme vous le faites d'ailleurs. Et puis, tout va très vite. Et donc la difficulté, c'est d'arriver quand même à resituer, d'abord à s'intéresser aux faits, et non pas aux rumeurs, ou aux impressions, aux émotions d'abord. S'intéresser aux faits, et puis s'efforcer toujours de les mettre dans leur contexte, et si possible, de retracer la façon dont, historiquement, chronologiquement, géographiquement, culturellement, ces faits s'inscrivent. D'accord. Voilà. Très bien. Bon courage. Merci. Merci beaucoup pour cette interview.